Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Il était fan de Michel-Ange, de Léonard de Vinci et de Fra Angelico, mais s'il avait vécu au XXe siècle, il aurait surtout été fan de disco. Stéphane Bern nous raconte le destin d'un roi de la bamboche, également roi tout court, François Ier. Pour les uns, François Ier est un roi lettré, cultivé, un prince de la Renaissance qui fit du français la langue officielle du royaume. Il est ce souverain bâtisseur des châteaux de la Loire, dont Chambord bien sûr, dans lequel il ne passera pourtant que 72 nuits. Un roi victorieux enfin, celui qui remporte en 1515, à l'âge de 20 ans, l'année de son début de règne, la célèbre bataille de Marignan contre des mercenaires suisses invaincus depuis 200 ans. Pour les autres, François Ier est un roi sans talent, un belliqueux qui passe la moitié de son règne à faire la guerre, qui perd beaucoup et qui matraque le peuple d'impôts. Un souverain méprisé par les rois européens aussi, un enfant gâté, un dilettante qui préfère la chasse, les femmes et la fête aux affaires du royaume. Ce que les historiens ne contestent jamais, cependant, c'est le génie de François Ier pour la communication, ou pour la propagande, diront les mauvaises langues. C'est ce qui fera dire à l'historien Max Gallo, qui lui a consacré une formidable biographie, qu'il a façonné l'histoire de France jusqu'à orienter le règne de Louis XIV. Et c'est vrai que les deux monarques ont au moins en commun le goût des arts et des réjouissances, autant pour des raisons esthétiques que politiques. François Ier a compris avant tout le monde qu'organiser des fêtes est un moyen de montrer sa puissance. Fort de son succès à Marignan, le roi va donc prier Léonard de Vinci de le rejoindre à Amboise. En 1516, il lui écrit une lettre enflammée. Davantage que ma couronne, tu seras le joyau de mon royaume. François Ier fait miroiter à l'artiste de génie tout un tas de projets fous. Il est question d'ériger une cité idéale à Romorantin et un palais royal, de détourner une rivière et surtout d'orchestrer les fêtes du roi. Léonard de Vinci, aux dernières années de sa vie, accepte de faire le long voyage jusqu'à la cour de France. François Ier l'installe dans le manoir du Clos, aujourd'hui le Clos Lucé. Il lui accorde 1000 écus par an, une fortune, et l'honneur du titre de premier peintre, ingénieur et architecte du roi. L'artiste organise plusieurs fêtes somptueuses pour le souverain, mais celle qui est restée dans l'histoire comme la plus féerique, c'est la fête du paradis. Du 17 au 19 juin 1518, toute la cour du royaume se presse dans le manoir de l'artiste. Depuis quelques jours déjà, les rumeurs les plus folles annoncent un événement sans précédent. Les invités ne seront pas déçus. Dans le jardin, Léonard de Vinci a décidé de recréer une nuit dans la nuit. Imaginez là-haut des draps tendus sur plusieurs dizaines de mètres produisant la Voie lactée. Imaginez des planètes artificielles couleur or qui semblent se mouvoir comme par enchantement. On reconnaît là l'œuvre de l'artiste ingénieur qui cache ses engrenages sous un double plafond afin de faire tourner ses étoiles et ses planètes. François Ier est enchanté par le spectacle. Il y est d'autant plus sensible que Léonard de Vinci a pris le soin de représenter le roi comme un dieu. Ça a une autre valeur que la fête à Nonom, mon pote. Oui. Ça avait une autre gueule, ouais, c'est vrai. Pardon. Enfin, ça peut la fête de la foire du trône. Placé au centre de l'univers, le souverain est capable de faire alterner le jour et la nuit comme il lui plaira. En réalité, l'effet spécial est assez simple. Des pages jouent avec des candélabres pour tantôt plonger la tente dans l'obscurité, tantôt la baigner de lumière. Les buffets de la fête du paradis sont d'une délicatesse rare. Il faut dire que le roi, qui fait presque 2 mètres, a bon appétit. On raconte même que Rabelais l'aurait pris comme modèle pour écrire le personnage de son énorme géant Gargantua, qui paraît en 1535. François Ier est par ailleurs connu pour être un bon vivant. Le vin coule à flot à la cour. À cette époque, le rouge épicé se consomme plutôt à l'apéritif ou en digestif que pendant le dîner. Et les historiens estiment qu'au XVIe siècle, la consommation moyenne tourne autour de 2 litres par adulte et par jour. On savait vivre à l'époque. On pensait et on aussi, savait mourir surtout. Oui, on pensait aussi que ça éliminait toutes les impuretés. Les bactéries. Oui, absolument. L'alcool. Mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est toujours le cas. Avec modération. À l'époque, l'indication à consommer avec modération n'est pas une mesure réglementaire. Oui, Clos des Vins n'est pas encore là. D'ailleurs, François Ier fait déplacer 80 000 pieds de vignes de Bourgogne pour les replanter autour de son château. Ça, on n'y pense pas assez, ça. Ouais. Replanter les vignes chez soi, tranquillement. Surtout que Il grâce aime à leur le pied, ils raisin, peuvent se déplacer tout seuls. Il n'y a même pas besoin de transport. C'est ça qui est génial avec la vigne. Le vin, la nourriture et les fêtes lui servent aussi d'armes diplomatiques tout au long de son règne, pour le meilleur et parfois jusqu'à l'absurde, comme lors de l'épisode du camp du Drap d'Or en 1520. Pour bien comprendre,
Il faut se souvenir qu'un an auparavant, Charles Quint est élu empereur des Romains. Ce qui lui confère un pouvoir considérable en Europe. Il fait désormais autorité sur les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Allemagne de l'époque, qui n'existe pas vraiment encore, l'Espagne, le royaume de Naples. Le roi de France se sent alors encerclé et il se sent donc menacé par ces Habsbourg contre lesquels nous sommes en guerre. Comment peut-il faire basculer le rapport de force ? Eh bien, en s'alliant à celui qui est roi d'Angleterre depuis 10 ans, Henri VIII. Problème, la guerre de 100 ans a laissé des traces et les royaumes ne s'entendent pas. Sans compter qu'Henri VIII a plus intérêt à s'allier avec Charles Quint qu'avec le royaume de France, dont il espère récupérer des morceaux de territoire. Bref, les jeux semblent joués d'avance. Mais du 7 au 24 juin 1520, les rois de France et d'Angleterre vont feindre une rencontre diplomatique qui tourne à la débauche en réalisant ce qui reste encore aujourd'hui comme la fête la plus chère de toute l'histoire. Jamais on n'avait vu une fête plus splendide. À quelques kilomètres de Calais, alors possession anglaise sur le continent, je le rappelle, chaque royaume se saigne aux 4 veines pour tenter d'éblouir l'autre. Ce sont plusieurs centaines d'artisans et d'artistes qui furent mobilisés pour l'occasion. D'un côté, Henri VIII fait construire une ville avec des palais éphémères en verre constitués de vitraux somptueux et de bois, un hôtel de ville et même, Mathieu, une cathédrale. De l'autre, François Ier fait broder 400 tentes et pavillons d'un camp immense au fil d'or et de soie. Plusieurs seigneurs français auraient même été jusqu'à sacrifier leurs forêts, leurs prés ou leurs moulins pour se confectionner des vêtements d'une richesse et d'un luxe inédit, en velours, en satin, en damas et des broderies de fil d'or encore. Tout était en or, des tentes jusqu'à la vaisselle. Et il en fallait beaucoup, Près de 3000 personnes sont invitées de chaque côté et certaines estimations montent à 10 000, voire 12 000 personnes au total, serviteurs compris. Que serait une fête sans banquet ? Des dizaines de cuisiniers, sauciers, écuyers de cuisine, poissonniers, bouchers participent à l'élaboration des festins. 100 000 œufs ont été fournis, 3 000 moutons et agneaux, 800 veaux, 300 bœufs ont été abattus pour fournir la viande de ces 18 jours de ripaille arrosés de 66 000 litres de bière, 200 000 litres de vin qui coulent des fontaines. Des vraies fontaines, qui avaient été de vin et de bière. Potentiellement finir la soirée en nageant dans la fontaine. Exactement. C'est ouf. Pendant 18 jours, les joutes et tournois se multiplient comme autant d'affrontements symboliques entre les deux royaumes. Les mascarades, les danses, les bals occupent les soirées au son des musiques des ménestrels ou des chœurs. Aucun accord ne sera signé. Mais Mathieu, l'honneur est sauf. François Ier a impressionné son adversaire en prouvant que la France était encore une grande puissance. Quant à l'Angleterre, elle a démontré qu'elle pouvait rivaliser en raffinement avec la cour de France. 3 semaines plus tard, cependant, Henri VIII signe un accord secret avec Charles Quint contre François Ier. Tout ça pour ça. Europe 1, historiquement vôtre.